Donc s'il fallait faire une balance bénéfice-risque, moi je pense que les risques sont supérieurs aux bénéfices. Et donc je ne suis pas un grand partisan, surtout si vous n'aimez pas que la cuisine se salisse, parce que là, ça reste indéniable que c'est la méthode la plus salissante. Alors, on va juste terminer par quelques problèmes diététiques courants avec des QCM, pour vous faire passer quelques messages. Vous allez lever la main. Donc le premier, c'est des parents qui vous amènent un nourrisson de 9 mois parce qu'ils refusent les biberons de lait deuxième âge. Donc que proposez-vous pour remplacer les biberons de lait deuxième âge? Ah, des yaourts. Qui pense qu'il faut proposer des yaourts? Personne? 3 personnes, bon. Des petits Suisses. Des bouillies au lait deuxième âge. 5 personnes. Les autres, vous faites rien alors. Ajoutez la poudre de lait dans les plats salés et sucrés. Et remplacer le lait deuxième âge par du lait de croissance aromatisé et sucré. Oh là, c'est un nom strict. Alors, les 3 dernières réponses sont les bonnes. Le message, c'est celui-là. Mais bon, beaucoup n'ont pas levé la main. Soit vous êtes très très fort, soit vous dormez, je vous endors. Mais il ne faut surtout pas remplacer le lait infantile par des produits laitiers. C'est une erreur qui est régulièrement faite. Les produits laitiers n'apportent que du calcium. Le lait infantile apporte du calcium, du fer et des acides gras essentiels. Donc on ne remplace pas le lait deuxième âge par des produits laitiers, une erreur que je vois encore très très régulièrement. Deuxièmement, un enfant, c'est rare, ça peut lui arriver de ne pas aimer les biberons un petit moment. Il faut persévérer. Il ne faut pas, dès qu'il arrête, parce qu'un jour il a refusé parce qu'il n'est pas bien, dire « Ah, toi t'aimes pas le lait, t'es comme moi, t'aimes pas le lait ». Il faut persévérer, je peux vous assurer que la plupart reprennent les biberons. Sinon, les 3 solutions, c'est celles que je vous avais données dans les QCM. Donc on propose les mêmes quantités de lait deuxième âge en bouillie. Donc on met un peu plus de céréales pour que ça puisse être donné à la cuillère. Bouillie aromatisée, sucrée, pour que l'enfant les mange. Ajoutez les mêmes quantités de poudre de lait deuxième âge dans les plats salés et sucrés. C'est la poudre qui compte, c'est bien sûr pas l'eau. Et puis, le lait de croissance, quand il est aromatisé et sucré, il a l'avantage d'être mieux consommé. Et donc, il n'y a aucun problème. Dès 9 mois, même 6 mois, vous pouvez passer au lait de croissance. La composition est très proche de celle des laits deuxième âge. Il n'y a bien sûr aucun risque, bien au contraire, à le faire. Donc le message, c'est on ne remplace pas par des produits laitiers. Deuxième, il y en a 3. Deuxième cas clinique. Cette fois, les parents vous amènent un nourrisson de 15 mois parce qu'ils refusent les morceaux. On en a parlé. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Cacher les morceaux dans une purée qu'il apprécie. Qui pense qu'il faut le faire? Il y a quelques courageux qui lèvent la main. Poursuivre une alimentation mixée, puisqu'il n'aime pas les morceaux. Laisser l'enfant manipuler les morceaux avec ses doigts. Ah là, vraiment, c'est... Enfin, ça vous a réveillé, ça. Et donner des biscuits à grignoter. Bon, là, vous êtes meilleurs, là. Donc, effectivement, c'est les 2 dernières qui sont bonnes. Donc, je rappelle, c'est fréquent lorsque l'alimentation est prolongée, mais ça peut se voir aussi lorsqu'il y a une fausse route. Lors de la première ingestion de morceaux, l'enfant, ça c'est ancestral. Dès qu'il nous arrive quelque chose, on a tendance à ne pas vouloir répéter ce qui nous arrive. Alors déjà, il faut rassurer les parents. Ce n'est pas parce qu'ils ne mangent pas de morceaux qu'il va être dénutri. Ça peut durer, la plupart se corrigent. Donc les solutions, c'est proposer des petits morceaux, mais en les séparant bien. Il ne faut pas tromper l'enfant. Il ne va pas les manger au début, mais il faut vraiment qu'il s'y habitue. Et on le fait toutes les 1 à 2 semaines, plus fréquemment, moins fréquemment, mais sans jamais le forcer à le faire, sinon vous allez développer une aversion. Laisser l'enfant manipuler les morceaux avec ses doigts, c'est là où la DME, on en a parlé tout à l'heure, peut être intéressante. Donner des choses dures à manger, du pain, des biscuits. Et puis surtout, quand vraiment ça devient très grave, Marc vous a montré hier ces enfants qui ne voulaient pas toucher la pelouse, quand ça devient grave ou que le reste de l'examen clinique montre qu'il peut avoir des troubles de l'oralité assez importants, l'adresser à une consultation spécialisée. On fait un dernier cas. Un médecin vous adresse cet enfant, âgé de 2 ans, pour un avis, parce que vous voyez, il y a un infléchissement de sa courbe pondérale. Donc elle a été allaitée pendant 4 mois, diversifiée à 5 mois, donc c'est à ce moment-là que vous voyez, il y a un infléchissement qui est apparu, avec introduction du gluten dès l'âge de 5 mois.
Elle n'a aucune symptomatologie particulière, tout est strictement normal. Alors qu'est-ce que vous proposez? Enrichir les plats avec des matières grasses. 2 personnes lèvent la main. Enrichir les biberons de lait de croissance avec des céréales infantiles, à 15 mois. Rechercher une maladie cœliaque. Rechercher une erreur diététique. Rassurer les parents, donc rien faire. Tout est faux. C'est d'une banalité absolue, cette situation. Donc je vais vous monter la courbe après, c'est ma dernière diapo. C'est extrêmement fréquent. C'est après une prise de poids, alors je reviens pour bien illustrer ça. Vous voyez, il y a une accélération de la prise de poids. Elle n'est pas très nette ici sur cette courbe. Et lors de la diversification, ça coïncide. Il va revenir se mettre sur sa courbe génétique. Et pourquoi il ne faut pas rechercher une maladie cœliaque? Parce qu'il n'y a pas de cassure. Il reprend une courbe tout à fait régulière. Si ça avait été une maladie cœliaque, il n'aurait pas repris une courbe régulière. Donc, c'est très fréquent. Et pourquoi je fais passer ce message? Parce que ces enfants, ils viennent nous voir, ils ont une ribambelle d'examens inutiles, les parents sont traumatisés, alors que c'est d'une banalité absolue. Je ne compte même pas le nombre d'enfants que j'ai vus comme ça, c'est par milliers. Donc, mon message, c'est que quand vous voyez ça, c'est quoi? C'est régularité. C'est-à-dire que nous, quand le pédiatre voit la courbe baisser, vous voyez, il a perdu une déviation standard, ça peut être inquiétant. Mais vous attendez un petit peu, et si c'est régulier, regardez la courbe de taille qui n'a absolument pas bougé, vous pouvez être sûr que c'est physiologique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick. Voilà une première question de Sébn Hussein et Soudriri, monsieur Clarisse. Donc, le micro pour Dr Ben Hussein. Merci beaucoup, professeur Tounion, pour cette... comme d'habitude, d'ailleurs, vos communications sont toujours très intéressantes, très instructives. J'ai 2 petites questions. La première, au niveau de la diversification, au niveau de l'œuf. Il fait un temps, on commençait par le jaune, et c'est autour de 9 mois qu'on faisait le blanc. Est-ce que c'est has-been, c'est terminé? Vous avez raison, on faisait ça, mais c'est has-been. Voilà. Et la deuxième, c'est comme souvent maintenant, enfin disons depuis longtemps, mais maintenant encore plus, les gens allaitent chez nous jusqu'à 2 ans. Et comme le recommande le Coran. Comme le recommande le Coran. Et donc leur problème, quand vous voulez diversifier, l'enfant refuse totalement. Alors il me dit, qu'est-ce que je dois faire, docteur? Il faut, d'abord, la diversification, je vous l'ai dit rapidement, mais ça n'apporte rien au niveau nutritionnel. Donc, tant qu'il est supplémenté en fer, il aura tous ses besoins. Donc, il faut que les parents insistent régulièrement, proposent sans forcer, un peu comme les petits morceaux. Et c'est très très rare que les enfants, ça existe, notamment quand ils sont allaités très très longtemps, ne se diversifient jamais, c'est-à-dire n'acceptent jamais la cuillère. Ça peut arriver. Mais la persévérance dans un climat serein fait que quand même la grande majorité vont un jour ou l'autre accepter la cuillère. Il faut donc rassurer, demander de persévérer, et c'est tout. Monsieur Clarisse. Oui, Patrick, je fais partie de la petite minorité des néonatologues qui pensent qu'on ne doit jamais tenir compte de l'âge corrigé pour la diversification. Alors quel est ton argument pour dire qu'avant 32 semaines, il faut en tenir compte? J'en ai aucun, sauf qu'à 23 semaines, tu n'en tiens pas compte, donc à 23 semaines, 24 semaines. Bah, probablement non. Probablement. Tu vois, tu as déjà un petit peu changé là. Oui, mais 23 semaines, il n'y en a quand même pas beaucoup. Non, c'est vrai. Mais je vais peut-être diminuer à 28 alors. N'importe comment, il n'y a pas de consensus, hein, tu es d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez, les néonatologistes, vous? Comme tout le monde pense comme toi? Ah ben non, je suis minoritaire, puisque la majorité en France, effectivement, tiennent compte de l'âge chronologique, et de l'âge corrigé. Et moi, pas du tout. Et j'ai jamais eu de problème à observer. J'ai pas vu plus d'allergies, plus d'intolérance, plus de ci, de là, de mauvaise courbe de poids. Comme j'aime bien les minorités, je vais changer, je vais mettre 28 semaines maintenant. Merci. Et dans 2 ans, tu mettras 26. Voilà.
Patrick, oui, sur le Delphine. sujet, donc moi je fais partie des gens qui tiennent compte de l'âge corrigé. Et en fait, même parfois, et je ne sais pas si j'ai raison ou non, pour des enfants qui ont eu un retard de croissance important, avec une croissance de rattrapage mais lente, je décale un peu la diversification pour ne pas perdre en calories, parce que finalement, on est moins... Les apports caloriques sont moindres avec les aliments. Alors tu as raison pour les calories, mais encore une fois, il faut respecter la recommandation, c'est-à-dire donner au moins 3 biberons. Tu as raison pour les calories. Là Olivier parlait du risque allergique, parce que c'est ça l'intérêt de la diversification. Sachant que je vais pas au-delà de 6 mois, hein, je décale d'un mois pour garder un petit peu plus. D'abord, les recommandations, c'est entre 4 et 6 mois. Donc voilà, entre 4 et 6 mois, vous avez la... Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a aucun argument, comme le disait Olivier, pour dire qu'il faut faire comme ça. Mais j'ai entendu souvent ce que dit Delphine, hein, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de l'âge corrigé. Donc moi j'étais intermédiaire, pour une fois que j'étais presque consensuel. Professeur Taïr. Oui. Alors, on part bien sûr sur la fenêtre d'opportunité, 4 mois révolus, 6 mois, notamment pour la prévention éventuellement des allergies. Mais qu'en est-il de la maladie cœliaque et l'introduction du gluten avant 6 mois? Parce qu'apparemment, on est revenu sur l'intérêt d'introduire le gluten et la prévention de la maladie cœliaque. Est-ce qu'on reste justement sur cette recommandation pour la prévention peut-être de l'allergie au blé, mais pas obligatoirement pour la maladie cœliaque pour les enfants prédisposés, bien sûr? C'est exactement ça. Comme vous le savez, il y avait une fenêtre 4-7 mois qui a été modifiée en 2016 par Lesbgan sur des travaux italiens très bien menés. Et aujourd'hui, je pense que quel que soit l'âge d'introduction du gluten, on n'est pas capable de prévenir la maladie cœliaque. Et donc, ça n'a plus aucune importance. Mais j'ai ajouté le blé parce que l'allergie au blé est de plus en plus fréquente. Et c'est pour ça que j'ai ajouté, non pas pour la maladie cœliaque, mais pour la prévention de l'allergie au blé. Mais vous avez raison, aujourd'hui, on ne peut plus prévenir la maladie cœliaque en modifiant l'introduction du gluten. Peut-être une dernière question, Madame Dry, et pour passer à... Merci. Alors, pour les enfants qui ont une allergie aux protéines de lait de vache, est-ce que cette fenêtre de tolérance est conseillée? Non seulement conseillée, mais terriblement recommandée, puisque c'est des enfants à risque. Donc, ils ont encore plus de raisons de faire ça. La seule particularité chez les enfants allergiques aux protéines de lait de vache, c'est que le bœuf et le veau doivent être considérés comme des aliments à risque. C'est la seule différence. Et donc, vous les entrez dans l'œuf, poisson, arachides et fruits à coque. C'est la seule différence avec les enfants allergiques aux protéines du lait de vache. Chez lesquels, je vous rappelle, on ne doit ni des laits de chèvre, donc ni fromage au lait de chèvre, ni fromage au lait de brebis. Merci beaucoup, Patrick.